des putschistes anonymes qui seraient soi-disant issus de la JRE et de la FAPEC, alors qu'en vérité on voit plutôt qu'ils sont issus d'anciens militants d'égalité et réconciliation qui se sont infiltrés dans la JRE et dans la FAPEC. Madame Bellegoul tire à boulet rouge en fait sur ER et Égalité Réconciliation et Alain Soral. Et il faut savoir qu'au tout début, quand elle faisait sa tournée de conférences sur l'antiracisme, on va dire que c'est à cette occasion-là, sa tournée, on va dire sur le territoire, qu'elle a noué en fait des contacts et des connaissances en fait avec des militants en fait d'égalité et réconciliation. Je dirais qu'elle a fait un peu son marché. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait pour les 4 comités, on va dire colonne vertébrale en fait, entre autres, hein, parce qu'après il y a d'autres comités de soutien sur toute la France, où les gens qui se sont mis à corps et âme en fait dans le combat étaient soit des gens qui étaient sympathisants en fait de cette association, qui venaient d'ailleurs, on va dire qui allaient soit sur le site ou autre, et c'est comme ça qu'ils l'ont connue. Ça, il faut pas oublier que les gens la connaissent parce que Égalité Réconciliation, à un moment donné, lui a donné la parole et la possibilité de s'exprimer. D'accord? Sinon, personne ne connaissait Farida Bellegoul. Faut être clair. Ensuite, au gré de sa tournée de conférences sur l'antiracisme et autres, moi je dirais qu'elle a fait son marché. C'est-à-dire qu'elle s'est appuyée sur le réseau qu'Égalité Réconciliation lui offrait à chaque ville-étape pour exposer du coup son projet par rapport à ce combat et autres. Et forcément, ces gens qu'elle a rencontrés avaient cette fibre militante. Enfin, ils avaient déjà une expérience terrain, on va dire, d'une façon ou d'une autre, peut-être dans d'autres associations aussi. Donc voilà, elle avait quand même, on va dire, un staff de qualité, quoi. Donc aujourd'hui, montrer du doigt cette association qui lui a fourni quand même des troupes non négligeables. Je dis pas que toutes les troupes venaient de là. Mais au départ, il est clair que la JRE, le succès qu'elle a connu et je dirais la médiatisation qui a fait que tout le monde connaissait en fait la naissance de ce combat-là, à dire oui, c'est le relais d'information du site Égalité Réconciliation. Pour moi, Farida Bellegoul, elle a agi un petit peu à la manière du coucou. Le coucou, c'est un oiseau très très joli, c'est un oiseau gris, zébré, voilà, qui vit dans les bois et qui a une particularité, c'est qu'il fait pas de nid, le coucou. Le coucou, il fait son nid, il pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Puis voilà, le bébé du coucou, il éclot et puis il jette les œufs les œufs d'origine, hein, et il les balance à l'extérieur et puis il s'épanouit dans le nid des autres. Et il se trouve même que c'est l'oiseau qui avait construit le nid à l'origine qui va nourrir le bébé du coucou. Voilà, donc c'est du parasitage total. Pour moi, Farida Bellegoul, c'est ça. Hein. Avec Égalité et Réconciliation, elle s'est comportée comme ça. Et c'est pour ça que j'ai été particulièrement choqué de l'entendre dire mon Dieu, j'ai été infiltré par ER, etc. Non, elle n'a pas été infiltrée par ER, elle est venue recruter des gens de ER. Je n'ai jamais caché que j'avais été membre de R et que je l'avais quitté. Donc quand elle dit qu'elle l'a découvert, que moi, et d'ailleurs pas que moi, d'autres étions membres de R, c'est un mensonge. Sonia non plus n'avait jamais caché qu'elle avait été membre et qu'elle avait quitté donc pour se consacrer pleinement à son engagement au niveau des JRE. Quant à Sébastien, lui, pareil, il n'avait jamais caché qu'il était membre de R et qu'il était actif dans sa région. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il faut pas qu'elle oublie non plus que à son retour d'Égypte et donc à l'occasion de son entretien fameux qu'il avait fait connaître donc sur l'antiracisme et sur Convergence, c'est dans la foulée de toute sa série de conférences qu'elle a faites sur le sujet qu'elle a pu justement rencontrer des personnes donc en marge des conférences, des gens comme Sonia, des gens comme Sébastien, et qu'elle a pu donc se constituer un réseau pour démarrer son activité JRE. Je ne suis pas membre de R.
Je ne suis pas une soralienne, je ne suis plus une belgoulienne, je ne suis plus, je ne me suis jamais engagée dans des associations. À la limite, j'ai suivi des associations, tout ça. Là, vraiment, la première fois où j'ai été sympathisante, c'était pour les JRE, où je me suis donnée à corps et âme pour les JRE à Marseille. Mais peut-être que les gens vont me prendre peut-être pour une dame de la préhistoire, je ne sais pas, mais je ne connaissais pas, même pas ER, avant même de rentrer dans les JRE. Voilà. Égalité, réconciliation, je ne connaissais pas, c'est par le biais des JRE, j'entendais ER, c'est quoi ER, Soral, pas Soral. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur la barre Google, j'ai tapé égalité, réconciliation et j'ai découvert égalité, réconciliation. C'est aussi simple que ça. Donc, même si j'ai été adhérente ER et je suis toujours sympathisante parce que voilà, c'est une association qui m'a permis en fait de créer de nombreux liens amicaux avec des gens. Mais de là à dire que je suis en relation directe avec Monsieur Soral, enfin c'est du délire pur quoi. Enfin l'histoire qu'elle nous a concoctée, de complot, je veux dire, elle a vraiment loupé sa vocation de scénariste parce que là, elle a vraiment fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que elle a clashé, elle a essayé d'enterrer, je dirais, une personnalité qu'elle n'arrêtait pas de calomnier depuis déjà plusieurs mois. Ça, il faut le savoir, hein. Tout par derrière. Puis moi, naïvement, une fois, je lui ai demandé pourquoi, ayant son numéro de téléphone et son mail, elle ne l'appelait pas directement pour lui faire part, en fait, je sais pas, de ses désaccords ou avoir une discussion franche et honnête. Et elle m'a dit qu'elle préférait faire courir des bruits à droite et à gauche et qu'il comprendrait ainsi le message. Je n'ai jamais attaqué égalité et réconciliation. Quoi que j'ai pu penser de cette organisation, la connaissant de mieux en mieux au fur et à mesure de l'avancée du combat de la JRE. Je n'ai jamais fait aucune déclaration publique. Cela ne veut pas dire que je n'en ai pas parlé dans des cercles privés, bien sûr. Je ne vais quand même pas m'empêcher aussi d'avoir des discussions de table. Ce n'est pas mon combat que d'essayer de nuire publiquement à Alain Soral, ni même dans l'espace privé. Farida s'est empressée de se focaliser, réellement sur égalité et réconciliation, alors même que Islam et Info ont publié exactement le même document. C'est-à-dire qu'elle a clashé donc Islam et égalité réconciliation. Mais j'aimerais savoir pourquoi elle n'a pas clashé Islam et Info. Est-ce que c'est comme elle fait dans son habitude, se servir des principes moraux des gens pour justement avoir toujours des sympathisants musulmans? Est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas remarqué que c'était publié sur Islam et Info? Ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a vu que Soral à ce moment-là? Ça, c'est vraiment une question que, voilà. Il y a Islam Info, il y a Soral, ils ont publié exactement le même document, et on va directement sur Soral. Donc je pense que c'était son rêve qui se réalisait à ce moment-là, ou sinon, question de stratégie, on laisse les musulmans comme ça, ils vont venir vers moi. Alors c'est très drôle parce que vous avez donc une sorte de putsch qui s'est effectué par des anciens adhérents d'égalité et réconciliation, qui sont entrés dans la JRE en nous disant qu'ils souffraient du manque d'action chez ER et qui ont pu prendre à mes côtés part à un combat extrêmement fort et où ils ont été effectivement partie prenante pour que subitement, sans me prévenir, ils retournent à égalité et réconciliation pour proposer à Alain Soral, ce qu'il accepte manifestement, un deuxième mouvement de défense de l'enfance à partir de la légitimité qu'ils ont volée au JRE et à la FAPEC. Farida a très vite reporté toute son énergie et toute sa colère contre Égalité Réconciliation et Alain Soral, alors que évidemment, comme je l'ai dit, le site Islam et Info avait également publié ce communiqué.
pourquoi spécifiquement autant d'énergie dépensée sur Soral? Parce que, et ça je peux en témoigner parce que j'ai travaillé avec elle 8 mois, elle avait une dent et une volonté d'en découdre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec Alain Soral. Ça faisait un petit moment que, c'est vrai qu'elle nous fatiguait même avec ça. Elle passait des journées entières, pendant des semaines entières, à ne parler que de lui et à réfléchir sur la manière dont elle allait pouvoir pas le détruire, mais enfin presque quoi. Elle cherchait sans arrêt à dire mais voilà, faut la voir, alors que c'était totalement absurde. C'était lui qui lui avait donné la parole après 30 ans de silence. C'était ER qui nous avait permis de l'audience qu'on a eue, que ce soit au niveau des conférences, etc. C'était ER qui nous avait arrangé sur certaines conférences, notamment pour filmer, qui nous avait permis d'avoir des bras pour que ce soit pour la sécurité, pour le tractage, pour beaucoup de choses. Donc c'était se tirer une balle dans le pied, c'était absurde. Et nous, on lui a tous dit au niveau des collaborateurs d'arrêter ça. Mais elle a rien voulu entendre. Elle évoquait des griefs qu'elle avait prétendument contre ER et notamment contre Culture, parce qu'il y avait visiblement des histoires de contrats d'édition, de coédition plus précisément, RAID contre Culture, qui avaient été avortés pour, selon ses propres dires, tentative d'escroquerie. Bon, c'est un petit peu gros évidemment, mais bon, on a l'habitude. Et beaucoup de petites autres choses qu'elle leur a reproché, comme le fait c'était un petit peu contradictoire. À la fois, elle lui reprochait de pas affirmer l'indépendance du mouvement dans ses vidéos. En même temps, quand il parlait pas d'elle, elle disait il parle pas de moi. Donc quand il l'a promotionné, ça marchait pas. Quand il l'a promotionné, il essayait de la récupérer. Quand il la promotionnait pas, c'était problématique parce que il l'ignorait. Donc voilà, il y avait tout un tas de choses qu'elle lui reprochait comme ça. Que Farida a commencé à avoir du ressentiment vis-à-vis d'Alain Soral quand il s'est agi justement de cette fameuse coédition avec Contre-Culture. Comme ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, pour le contrat, elle a commencé, à lui en vouloir. Sachant qu'à l'époque, elle n'avait pas négocié avec lui directement, mais avec un de ses collaborateurs qui est en charge de ce type de contrat. C'est-à-dire que j'imagine qu'Alain Soral gère pas tout dans la boutique. Et puis à partir de ce moment-là, progressivement, les mois passant, de l'amertume s'est installée, une sorte de revanche vis-à-vis de lui, jusqu'à, ça devenait obsessionnel, quoi. Et je dirais que le point culminant s'est vraiment fait sentir à partir du mois de mai, où elle a commencé à divulguer, à diffuser des calomnies dans son dos, ce genre de choses. Et ce que j'ai trouvé quand même assez, ce qu'on peut reconnaître quand même à ce monsieur, donc à Alain Soral, c'est que pas une seule fois ça s'est ressenti, je dirais, au niveau de la cause. C'est-à-dire sachant ce qui était dit sur lui par elle, il a quand même continué à mettre en fait le combat qu'elle défendait en première loge. Voilà, on n'a jamais ressenti de changement de position par rapport à son soutien. J'ai effectivement, depuis le début, constaté un certain nombre de malversations à notre égard de la part d'Égalité et Réconciliation, et je dirais en particulier de la part d'Alain Soral, mais je n'en ai jamais parlé. C'est un livre pour enfants, là aussi on nous a saboté le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a eu quasiment personne pour diffuser réellement ce livre qui répondait à Papa porte une robe. Moi j'ai suivi ça quasiment en direct. Je leur propose une coédition, très bien. Et Contre-Culture n'est pas intéressé par la coédition et lui propose un contrat type, un contrat de rémunération. Et par contre, Contre-Culture lui proposait de s'occuper de tout, c'est-à-dire de
l'établissement des maquettes, de faire les impressions, de faire les livraisons, les expéditions, la publicité, etc. de son bouquin, hein, pour la soutenir. Et là, ça a été l'explosion parce que, évidemment, on ne désobéit pas, on obéit à Farida Belgoul. Elle veut quelque chose, elle l'obtient, voilà. Et donc, à ce moment-là, ça a été l'explosion. Et du jour au lendemain, on est passé de vous êtes formidable, égalité, réconciliation, vous me soutenez, vous m'aidez, etc. Personne ne m'aide, on a toujours été contre moi, vous êtes des salauds, vous êtes des escrocs, etc. etc. Dieudonné, lors d'une soirée, avait demandé 500 exemplaires en fait de l'ouvrage. Et quelques semaines plus tard, du coup, 500, c'était quand même une quantité assez énorme. Enfin, il avait vu, je dirais, les choses un peu en grand, et s'était rendu compte que ce serait peut-être pas possible, enfin que c'était trop, quoi. Donc, il avait souhaité revoir à la baisse en fait le nombre d'exemplaires. Et ça a été l'origine d'un comportement de la part de Farida, mais qui était pour moi plus qu'excessif. Clairement, elle a commencé à traiter Dieudonné d'escroc, en disant qu'il voulait pas la payer. Et la réalité était tout autre, c'est qu'il souhaitait juste diminuer en fait la quantité, et il faut savoir qu'il l'a payée. Elle a été payée pour les exemplaires qu'il souhaitait garder, quoi. Et son livre s'est mal vendu parce que c'est une désorganisation totale. Donc, comme il s'est mal vendu, elle a encore nourri plus de ressentiment, mais stratège et tacticienne, femme rusée, elle a continué à faire comme si qu'elle n'avait pas de problème avec égalité et réconciliation, et elle a attendu son heure. C'est-à-dire qu'elle a attendu le moment où son mouvement serait suffisamment lancé, suffisamment important, qu'elle aurait suffisamment de portée, qu'elle serait suffisamment soutenue pour commencer, pour chercher le moyen d'attaquer Alain Soral et d'attaquer Égalité et Réconciliation. J'ai retrouvé un texte historique dont je vous donne la primeur, parce que vous avez le courage aujourd'hui de venir me voir, me donner mon droit de réponse que je n'ai pas ailleurs. Eh bien, j'en ai pensé que c'était elle qui leur a dit c'est elle qui leur a dit de poser les questions, et celle qui a répondu. Celle qui leur a notifié les questions, et c'est elle qui a répondu à ses propres questions. Eux, ils étaient là pour les dire à haute voix, c'est tout, hein. Sinon, ils auraient relaté le Pax. Pourquoi ils n'ont pas relaté le Pax? Ça, c'est une question que je demande à Meta TV, en même temps, Madame Belgoul. Le Pax n'a pas été relaté. C'est quelque chose qu'elle s'est bien gardée de nous dire pendant un an où on a eu l'occasion de militer avec elle. Et c'est une information qui évidemment a choqué toutes les personnalités qui étaient engagées avec elle et qui ne se doutaient évidemment pas que derrière le discours de famille traditionnelle, de loi naturelle, etc., il pouvait se cacher donc un Pax contracté avec une femme. Donc évidemment ça a été un gros déclencheur aussi du retrait de pas mal de personnalités qui ont été interloquées par cette information. Comment elle avait pu à la fois se lancer dans un mouvement pareil et en même temps se comporter de manière aussi agressive, par exemple auprès des catholiques auprès desquels elle n'a pas hésité à casser en bloc le Pax en disant que voilà c'était que les catholiques avaient échoué à mettre barrage à cette loi instaurant le Pax, en disant que voilà c'était la porte d'entrée au mariage homosexuel qui est passé actuellement. Là, ça a été vraiment la goutte qui a vraiment fait déborder le vase, cette histoire de Pax. Que Farida, du coup, suite à cette divulgation dans 2 journaux, n'a jamais nié. C'est-à-dire que des collaborateurs en fait de la FAPEC l'ont appelé à ce sujet en lui demandant « Mais écoute, cette histoire de Pax, est-ce que c'est vrai? Oui ou non ?» Et clairement, elle a dit « Oui, c'est vrai. J'ai contracté un Pax avec cette dame en 2008 et elle voulait absolument minimiser, on va dire, cette partie de sa vie, alors que pour toutes les personnes démissionnaires,
qu'elle soit catholique, musulmane ou agnostique ou peu importe, c'était quelque chose de très grave. On ne peut pas s'appeler Farida Belgoul, condamner, vouloir rétablir en fait l'ordre traditionnel des choses, condamner le Pax, toutes ces choses-là, et avoir été soi-même en fait paxé. Enfin là, c'était une contradiction supplémentaire du personnage qui venait s'ajouter à toutes celles qui avaient été amenées à notre connaissance précédemment. On remarque simplement que les principaux protagonistes concernés par la situation n'ont pas été sollicités, ce qui tend à croire tout simplement que la volonté de MetaTV était d'établir un buzz en espérant que suite à l'interview, Alain Soral intervienne. Normalement, les médias qui sont indépendants, donc qui doivent faire preuve de neutralité, d'autant plus qu'ils prétendent que le système ne le fait pas, ce qui est vrai, donc ils ont un devoir d'exemplarité en critiquant le système, finalement ne cherchent même pas à interroger les gens qui ont décidé de mettre un terme à leur relation avec Farida Belgoul et qui plus est avec le mouvement. Et c'est là où on peut s'interroger sur la volonté de MetaTV à communiquer objectivement sur la situation, ou plutôt, tel que je le pense moi, l'idée de créer un buzz qui pourra finalement bénéficier tout simplement à MetaTV. Voilà. Alors moi je vais te dire, avec cette interview, on a assisté à un cas d'école, un véritable cas d'école en matière d'information et d'intoxication. Le truc il est là. On a l'égérie de la famille traditionnelle. Bon, femme divorcée, mais passons. La meuf est paxée avec une femme. Il y a tout le bureau exécutif qui se barre. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pointe son doigt en direction d'Alain Soral. Et on voit que nos apprentis journalistes, ils ont marché comme un seul homme dans la direction qu'elle leur a indiquée. Tu vois, t'as un chien, tu lui balances un os dans les fourrés, et Médor, il cavale. À aucun moment, il lui pose la question sur cette union, entre guillemets, avec cette vieille dame. Rien, aucune question là-dessus. À aucun moment, ils se sont dit, aussi, on va aller poser la question, on va tendre le micro aux démissionnaires pour qu'ils s'expliquent. Rien du tout. Ils ont servi de porte-voix à la manipulatrice, avec un petit soupçon de connivence, de complaisance à son égard. Ça s'est à peine senti, hein, ça s'est à peine senti. Il serait temps que ces journalistes en herbe sortent un petit peu de l'adolescence. Voilà. Ils sont censés être des alter-journalistes, c'est-à-dire des gens sérieux, par comparaison avec les médias mainstream. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent de jouer. Ils sont pas là pour jouer normalement. Ça me rappelle la fois où ils ont fait cette espèce de canular, ce poisson d'avril, pour faire croire que la police était entrée dans leurs locaux. On a l'impression que c'est la fête chez eux, ils s'amusent tout le temps. Mais c'est une action qui me ressemble et qui est exactement en coïncidence avec mon parcours. Et lorsque j'ai lancé l'appel, tous les quartiers populaires ont retiré leurs enfants. Les parents aujourd'hui sont mobilisés grâce à mon action et j'ai proposé personnellement que la JRE se structure en fédération de parents. J'ai eu l'idée très vite de me dire qu'il fallait mettre en place une édition en direction des enfants qui soient débarrassés de l'influence du gender, parce que je n'ai pas eu une journée de vacances. Cet été, je poursuis. Farida, c'est je, ok. Mais qui c'est qui a eu l'idée des formations FAPEC? Qui c'est qui l'a mis en contact avec Judith Ressman? Qui c'est qui l'a mis en contact avec l'Allemagne? Qui c'est qui a eu l'idée de faire le livre Papa porte un pantalon, maman porte une robe? Qui c'est qui a eu l'idée de la FAPEC, ne serait-ce que de la FAPEC? Nous sommes les petites mains, les anonymes du terrain qui avons donné énormément pour cette cause. On n'a pas dormi de la nuit, on a travaillé d'arrache-pied pendant des mois et des mois. Certains d'entre nous ont dû mettre de côté, que ce soit leur travail, que ce soit leurs études, que ce soit leur vie de famille. Ça a été un effort intense et énorme durant toute cette année de JRE. Au final, qu'est-ce qu'on récolte? On ne récolte que des calomnies, nous sommes traînés dans la boue, nous ne méritons pas ce qui s'est passé et le sort qui nous a été réservé. Et pendant ce temps-là, elle ne faisait rien, mais vraiment rien. Donc nous, on était là à essayer de la recadrer en lui disant « Bon, écoute, concentre-toi, on a du boulot, il y a un site à préparer, lancer les adhésions pour la FAPEC, mettre en place nos actions. » Et les semaines passaient, les jours passaient, rien n'arrivait, quoi. C'est-à-dire, nous, on avait tous travaillé sur notre partie. Tout le monde savait exactement sur quoi il devait travailler. Et ce qui manquait, c'était sa part à elle. Et ça n'a jamais été fait.
Je l'appelais donc tous les jours pour lui dire de me faire le projet, son projet sur ces 48 heures de formation à la méthode syllabique. J'ai insisté jusqu'au 8 septembre. Donc déjà, je me posais des questions, je me disais c'est pas possible que pour un programme, il y ait autant de temps qui se fasse, même si il y a des heures et des heures de travail qui l'attendaient. Mais ça n'avançait pas. J'ai dû insister. Et je suis sûre que si je n'avais pas insisté, je l'aurais eu peut-être un mois après, sachant que la date du stage était définie, la salle était réservée, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait, sauf le programme de Madame Belgoul. Le motif majeur de la défection d'un peu tout le monde, c'était évidemment sa personnalité qui à la fois rendait difficile les relations humaines, mais en même temps et surtout rendait difficile, voire même impossible le travail. C'est-à-dire que on piétinait, on était sans arrêt en train de, on mettait des heures à travailler sur quelque chose qui devrait mettre très peu de temps. On partait dans tous les sens, on organisait, on décidait de mettre en place des actions et des idées. Finalement, ça n'aboutissait pas et à chaque fois, c'était voilà quoi, paralysie totale, et surtout que les derniers temps devenaient très très éprouvants dans le sens où c'était toujours des scandales, des histoires, des heures et des heures à passer à parler de X personnes qui auraient trahi ou d'une personnalité qui serait négative, qui serait ceci, cela, et du coup on s'est dit on perd un temps fou au niveau des actions et du mouvement. Nous voulons nous battre sans argent, car nous ne pensons pas que le combat a pour moteur l'argent, même s'il faut effectivement manger, payer les factures. Mais je veux dire que l'argent n'est pas le nerf de la guerre, en tout cas pas de cette guerre-là. Farida Belgoul avait quand même un projet codé qui s'appelait les 20 fois 1000. Les gens se reconnaîtront dans ces 20 fois 1000. Ces 20 fois 1000, il s'agissait donc de quémander 1000 € à 20 personnes pour que les gens sachent que j'étais avec elle tous les jours au téléphone pendant des heures, minimum 1 heure, mais tous les jours au téléphone avec elle. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait les 20 fois 1000. Voilà, les 20 fois 1000, c'était quoi? C'était aller chez des catholiques, chez des musulmans, chez des personnalités, demander 1000 €. Certains acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Moi, je pensais que c'était pour le bien de la FAPEC. Si j'avais su ça, je l'aurais quitté de suite parce que c'est pas propre à ma religion. Ça s'appelle de la mendicité alors qu'on n'en a pas besoin. C'est un abus de confiance. On voit jusqu'où peut aller Madame Belgoul pour ses intérêts personnels. Comme demander la zakat al-fitr pendant le ramadan alors qu'elle a les moyens, il fallait que tout le monde lui donne la zakat. Voilà. Et nous, gens, comme on le sait en ce mois saint, on est très généreux, donc il n'y a pas de souci, Farida, on est là pour t'aider, tu le sais, on ne te lâchera jamais, on est là avec toi. Aujourd'hui, on veut me dégager de la même façon avec la Fédération autonome des parents engagés et courageux. J'ai le cuir solide et l'histoire pour moi. C'est toujours le sentiment de revanche. Elle a toujours une revanche à prendre. Elle est toujours dans une histoire où on lui veut du mal. J'ai le cuir solide, on veut me dégager, etc., etc. Bon, il faut quand même faire un bilan. À un moment donné, c'est une suite d'échecs pour elle. C'est Convergence 84, ça s'est réduit. On connaît l'histoire, bon, à la rigueur, on pourrait se dire, effectivement, elle a été attaquée par des gens, etc. Bon. Ensuite, elle fait un autre projet, ça marche pas, le raid, ça marche pas. Ensuite, quand elle est arrivée, quand elle est revenue d'Égypte et qu'elle a été à nouveau mise en lumière par Égalité et Réconciliation, et qu'elle nous a rencontrés, elle ne savait pas. Elle cherchait quelque chose, elle cherchait une cause qui puisse la porter, pas une cause qu'elle puisse défendre, non, une cause qui puisse la porter. Alors à un moment donné, c'était on va attaquer les rappeurs sur leurs textes, donc elle voulait fonder une association spécialement pour ça, et puis quelques semaines plus tard, on laisse tomber, non, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt m'attaquer au système financier, elle a créé Stop Usure, et quelques semaines plus tard, on change encore, enfin c'est quelqu'un qui a cherché systématiquement un segment de marché pour exister.
C'est caractéristique. Et puis, moi, ce qui m'a surpris, ce que j'ai noté dans l'interview de MetaTVT, notez le nombre de fois où elle dit le mot convergence. Convergence. On a l'impression que c'est quelqu'un qui revit tout le temps son histoire. C'est une action qui a permis la convergence entre les chrétiens. Donc tout cela ayant convergé, cela a donné et de réaliser aussi cette fameuse convergence, la convergence des chrétiens et des musulmans. Nous à cette histoire de convergence. Dans cette convergence-là, il y a une ligne de convergence, discours de convergence. Donc la convergence, une authentique convergence, une convergence. Dans le cadre de la communication, la répétition est extrêmement importante. Bon, moi, c'était l'époque où j'ai commencé à rompre avec elle, mais il y a des tas de camarades partout en France qui ont continué à l'aider, etc. Et donc, moi, j'ai passé la main à quelqu'un, qui lui-même a passé la main à quelqu'un, qui elle-même a passé la main encore à quelqu'un d'autre. Enfin bref, les démissions se sont succédées parce qu'elle était de plus en plus ombrageuse, de plus en plus difficile à vivre, etc. Voilà, le mouvement JRE se délie autour d'elle, tous les principales figures efficaces et pratiques qui travaillent autour d'elle, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau, au niveau de la mise en publication de différentes informations. Tout le monde disparaissait au fur et à mesure du temps et personne, au moins et ça c'est respectable, n'a voulu parasiter le mouvement, pensant que tout d'abord il fallait profiter de la notoriété montante du mouvement pour que ça puisse avoir de l'impact sur les parents qui était l'objectif prioritaire. Donc voilà ce qu'est Farida Belgoul au quotidien, c'est quelqu'un qui a des années-lumière de ce qu'elle prétend dire en conférence. Farida Belgoul est apparue il y a environ 1 an, un peu plus. Elle a fréquenté à peu près toutes les personnes de la dissidence. Et puis 1 an après, on voit que cette dissidence est en train de bouger, de se transformer. Hein. Les alliances ont changé. On ne dira pas qu'elle a explosé. Peut-être qu'elle a explosé d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'arrivée de Farida Belgoul et aujourd'hui? Hein, ça serait intéressant que des journalistes indépendants se posent la question de savoir quel rôle joue Farida Belgoul là-dedans, hein, parce que c'est quand même une pro du courriel, de l'intrigue, etc. Il y a vraiment eu une relation en fait de fraternité, d'amitié très forte qui s'était nouée, et il faut savoir que beaucoup d'entre nous en fait ont été très très affectés parce que notre dévouement en fait était sans limite pour la cause à travers elle. Et de se dire que cette personne qu'on respectait tant était pas forcément comme elle le montrait, je peux vous dire que ça fait très très mal. Et beaucoup de membres en fait, des missionnaires jusqu'à présent ont vraiment du mal en fait à s'en remettre. Farida, je l'ai aimée, mais je l'ai aimée derrière son masque. Et quand j'ai découvert son masque, c'est pas que je la haïs, c'est que je la plains. Je la plains parce que je vois que depuis 30 ans, en fait, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Et au bout d'un moment, il faut arriver au point mort et s'arrêter. Je pense que là, il faut qu'elle s'arrête.